La salle de bal de l'hôtel particulier de Lord Kingston resplendissait sous la lumière de centaines de bougies qui se reflétaient dans les hauts miroirs. Les musiciens menaient une valse nonchalante, et les dames en robe à taille haute et manches vaporeuses tournoyaient sur le parquet, telles des fleurs poussées par le vent d'été. L'odeur de cire, de poudre et de parfums coûteux se mêlait au parfum des roses blanches disposées dans des vases chinois le long des murs. Le vicomte Arthur Wainwright se tenait près d'une colonne dans le coin le plus reculé de la salle, tenant à la main une coupe de champagne à laquelle il n'avait pas touché. Ses cheveux châtains foncés étaient soigneusement coiffés, son frac impeccablement taillé par le meilleur couturier de Savile Row. Mais tout cela ne pouvait dissimuler ce qu'il savait parfaitement de lui-même. Arthur était un homme corpulent. Pas simplement grand et large d'épaules, il y en avait bien assez dans la haute société, et on les appelait imposants. Non, il était massif, lourd, avec un ventre que les tailleurs tentaient de dissimuler par un savant drapé de gilet, et un visage que sa mère appelait tendrement « bon », ce qui, dans le langage des salons mondains, signifiait « disgracieux ». Ses yeux noisettes, des yeux noisettes ordinaires, sans rien de remarquable, suivirent la silhouette de Lady Sophia Winterbourne, glissant sur la piste de danse dans les bras du vicomte Redcliffe. Sophia était la perfection incarnée. Ses cheveux châtains foncés étaient relevés en une haute coiffure d'où s'échappaient quelques boucles, savamment négligées, qui encadraient un visage aux traits ciselés. Ses yeux verts brillaient à la lumière des lustres. Sa robe de satin blanc, à taille haute et courtes manches bouffantes, soulignait la grâce de sa silhouette, et le collier de perles sur son long cou scintillait à chaque mouvement. Arthur savait qu'il n'avait pas le droit même de penser à elle. Elle était la fille d'un comte, la beauté de la saison, l'objet de convoitise de la moitié des célibataires de Londres. Et lui, il était vicomte avec une fortune convenable, un nom respectable et la réputation d'un homme fiable, mais ennuyeux. C'était précisément ainsi qu'on parlait de lui, le fiable Wainwright, comme d'un meuble de qualité ou d'une vieille voiture. La musique s'acheva. Redcliffe, ce dandy aux cheveux d'or au visage de dieu grec, se pencha sur la main de Sophia en lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Arthur vit comment elle sourit, poliment, mais sans chaleur particulière, et libéra sa main d'un geste gracieux. Redcliffe s'éloigna, manifestement mécontent, tandis que Sophia se dirigeait vers le bord de la salle où se trouvaient de petits canapés pour se reposer entre les danses. « Wainwright, tu te caches encore dans les coins ?» fit une voix moqueuse à côté de lui. Arthur se retourna et aperçut Sir Gerald Cavendish, une vieille connaissance de l'époque d'Eton. Gerald était son exact opposé, svelte, élégant, avec un menton pointu et un regard moqueur d'yeux gris-bleu. « Je ne me cache pas, » répondit calmement Arthur. « J'observe simplement. »« Lady Sophia ?» Gerald ricana et but une gorgée de sa coupe. « Arthur, mon vieux, tu t'es vu dans un miroir. Cette jeune fille ne choisira jamais quelqu'un comme toi. Elle veut une jolie poupée à son bras qu'elle pourra exhiber à Hyde Park. » Arthur serra les dents, mais garda le silence. Gerald ne disait que ce qu'il pensait lui-même. « Du reste, » poursuivit Gerald, « j'ai entendu dire que son père examine les candidatures. Le comte Winterbourne veut marier sa fille avant la fin de la saison. Je pense que Redcliffe est favori. Ou Morland, il a un titre plus élevé. »« Alors elle aura de la chance, » remarqua sèchement Arthur. « Morland est un homme digne. » Gerald éclata de rire. « Tu es trop noble pour ce monde, Wainwright. Morland est une coquille vide avec un joli visage. Mais je suppose que c'est précisément ce que les dames apprécient. » Il tapota l'épaule d'Arthur
et rejoignit un groupe de jeunes noceurs rassemblés près de la table de jeu. Arthur resta seul, sentant la pesanteur familière s'installer dans sa poitrine. Il s'était depuis longtemps résigné à son sort. À 28 ans, il était célibataire non par choix, mais parce qu'aucune dame ne l'avait jamais regardé avec intérêt. Il y avait bien sûr des veuves et des demoiselles sans dot qui voyaient en lui un parti avantageux, mais Arthur ne voulait pas d'un mariage de convenance. Il ne savait même pas ce qu'il voulait. Peut-être simplement que quelqu'un voit en lui non pas le titre et l'argent, mais lui-même. Il posa sa coupe sur le plateau d'un laquais qui passait et décida de partir. Les bals étaient pour lui une torture. Rester des heures à l'écart, observer les autres danser et flirter, sachant que son carnet de bal resterait vide. Mais alors qu'il se dirigeait vers la sortie, une silhouette en satin blanc lui barra le chemin. « Vicomte Wainwright ?» Une voix mélodieuse le fit se figer. « Vous partez déjà? Et moi qui espérais que vous m'inviteriez pour la prochaine danse ?» Arthur leva les yeux et croisa le regard de Sophia Winterbourne. Elle se tenait devant lui, la tête légèrement inclinée, un sourire léger jouant sur ses lèvres. De près, elle était encore plus belle. Sa peau semblait de porcelaine, et dans ses yeux verts dansaient des étincelles à la lumière des bougies. « Lady Sophia », murmura-t-il en s'inclinant. « Je ne voulais pas vous importuner. Je suppose que vous avez déjà suffisamment de cavaliers. » « Beaucoup trop », soupira-t-elle avec une légère irritation. « Et ils disent tous la même chose. Des compliments sur mon apparence, de l'admiration pour ma robe, des considérations sur le temps qu'il fait. Dites-moi, vicomte, n'y a-t-il vraiment plus à Londres d'hommes capables de soutenir une conversation intéressante ?» Arthur cligna des yeux, ne sachant que répondre. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui parle avec une telle franchise. « Je suppose que les conversations mondaines sont rarement profondes, » prononça-t-il prudemment. « Précisément. » Sophia sourit plus largement. « C'est pourquoi j'ai décidé de trouver quelqu'un qui ne dirait pas de futilité. J'ai remarqué comment vous m'évitez depuis une semaine au bal. C'est impoli, vicomte. » « Je ne vous évite pas, Lady Sophia. » Arthur sentit qu'il rougissait. « Je ne voulais simplement pas vous imposer ma compagnie. » « Imposer ?» Elle haussa un sourcil. « Et si c'est moi qui le demande? Invitez-moi pour un quadrille, vicomte Wainwright. Ou je devrais vous inviter moi-même, ce qui serait un scandale épouvantable. » Sa voix était moqueuse, mais sans méchanceté, plutôt espiègle, presque taquine. Arthur ne savait comment réagir. Son premier réflexe fut de refuser, de trouver quelque excuse et de s'enfuir. Mais quelque chose dans son regard le retenait. « Ce sera un honneur pour moi, Lady Sophia, » finit-il par articuler. Elle lui tendit la main, et il la prit avec précaution, craignant de la serrer trop fort avec ses gros doigts. Sa paume était petite, chaude, dans un gant de dentelle. Arthur la conduisit vers la piste de danse, sentant sur lui une multitude de regards. Il entendait des chuchotements dans son dos, mais s'efforçait de n'y pas prêter attention. Quand la musique commença, il posa la main sur sa taille, l'effleurant à peine, comme s'il craignait de la briser, et ils se mirent à tournoyer dans la danse. Sophia était légère comme une plume, et se mouvait avec une telle grâce que même sa maladresse à lui semblait moins visible. « Vous voyez ?» dit-elle doucement, le regardant dans les yeux. « Vous dansez merveilleusement, vicomte. »« Vous êtes trop bonne, » marmonna Arthur, sentant son cœur battre plus vite qu'à l'ordinaire. « Je ne suis pas bonne, » répliqua Sophia. « Je suis honnête, et j'aime danser avec vous. Vous n'essayez pas de me serrer trop près, vous ne me chuchotez pas de grossièreté à l'oreille, et vous ne lorgnez pas mon décolleté. Cela fait déjà de vous quelqu'un de mieux que la moitié des hommes dans cette salle. »
Arthur ne savait s'il devait rire ou être embarrassé. Il resta silencieux, se contentant de la guider dans la danse, s'efforçant de ne pas marcher sur l'ourlet de sa robe. Quand la musique s'acheva, Sophia hésita, ne lâchant pas sa main. « Merci, vicomte, » dit-elle doucement. C'était la plus belle danse de toute la soirée. Et avant qu'il n'ait pu répondre, elle se retourna et s'en alla, le laissant planté au milieu de la salle, abasourdi et complètement décontenancé. Le soleil matinal perçait à travers les lourds rideaux de velours de la bibliothèque de l'hôtel particulier des Wainwright sur Grosvenor Square. Arthur était assis dans un fauteuil de cuir près de la fenêtre, un livre à la main, mais depuis 2 heures déjà, il ne parvenait pas à en lire une seule page. Ses pensées revenaient obstinément à la veille au soir, à la danse avec Sophia, à ses paroles, à la façon dont sa main reposait dans sa paume. Il referma le livre et se frotta l'arête du nez. C'était une erreur, se permettre d'espérer. Sophia s'était simplement amusée, avait cédé à un caprice passager, désireuse de varier un peu une soirée ennuyeuse. Au matin, elle l'avait sûrement oublié. C'était toujours ainsi dans sa vie. Les rares moments d'attention de la part de belles femmes ne se révélaient être rien de plus qu'un hasard ou une politesse. Arthur, mon cher. Sa mère, Lady Caroline Wainwright, entra dans la bibliothèque, vêtue d'une robe du matin en mousseline lavande, avec un bonnet de dentelle sur ses cheveux gris. « Qui n'a pas pris ton petit déjeuner ? Mrs. Fielding s'inquiète. »« Je n'ai pas faim, mère, » répondit Arthur, se levant du fauteuil et faisant mine de chercher un autre livre sur l'étagère. Lady Caroline plissa les yeux. Elle connaissait son fils trop bien pour ne pas remarquer son trouble. « Que s'est-il passé au bal ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Tu es rentré tard et tu t'es enfermé aussitôt dans tes appartements. »« Rien de particulier. » Arthur haussa les épaules sans se retourner. « Un bal ordinaire. »« Menteur, » dit doucement sa mère. « Je sais quand tu caches quelque chose. Tu fais cela depuis l'enfance. Tu évites mon regard. Et tu te mets à trier des livres que tu as déjà lus. » Arthur soupira et se tourna vers elle. Discuter avec sa mère était inutile. « J'ai dansé avec Lady Sophia Winterbourne, » avoua-t-il à voix basse. Les sourcils de Lady Caroline s'envolèrent. Avec la fille du comte de Winterbourne? Avec la beauté de la saison? Elle-même. Arthur tenta de sourire, mais ce fut de travers. C'est elle qui m'a invité. Ou plutôt, elle m'a forcé à l'inviter. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Sa mère s'approcha et posa la main sur son épaule. Peut-être parce que tu es un homme bon, Arthur, intelligent, gentil, fiable. Toutes les femmes ne sont pas aussi sottes que tu le crois. Mère, Arthur secoua la tête, tu as toujours été de mon côté. Mais nous connaissons tous deux la vérité. Lady Sophia pourrait choisir n'importe quel homme à Londres. Pourquoi voudrait-elle d'un vicomte qui a mon apparence? Qui a l'apparence de mon fils, dit fermement Lady Caroline. Et je ne te permettrai pas de parler de toi avec un tel mépris. Ton père aussi était un homme corpulent, et je l'ai aimé plus que ma vie. Arthur enlaça les épaules de sa mère. Je sais, mère, pardonne-moi. Simplement, je ne veux pas me bercer d'illusions. Le bruit du heurtoir interrompit leur conversation. 1 minute plus tard, le majordome Thomson entra dans la bibliothèque, portant une lettre sur un plateau d'argent. « Vicomte, pour vous », prononça-t-il avec son impassibilité habituelle. « Livré à l'instant. » Arthur prit l'enveloppe. Papier crème, épais, écriture féminine élégante, sceau aux armes des Winterbourne. Son cœur fit un bond. « C'est d'elle ?» s'exclama Lady Caroline, regardant par-dessus son épaule. Arthur ouvrit l'enveloppe de doigts tremblants. À l'intérieur,
se trouvait un court message. Vicomte Wainwright, aujourd'hui à 3 heures de l'après-midi, je me promènerai dans les jardins de Kensington avec ma dame de compagnie. Le temps promet d'être agréable. Il serait fâcheux de se promener seul. Respectueusement, Sophia Winterbourne. Elle t'invite à une promenade? Chuchota sa mère, lisant par-dessus son épaule. Arthur, c'est sérieux? Ou une plaisanterie, marmonna-t-il, mais ses doigts serraient la lettre comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Peut-être que ses amis ont imaginé quelque jeu. Arrête, dit Lady Caroline en le tournant vers elle. Vas-y, change-toi et mets quelque chose de convenable, puis vas-y. Si c'est une plaisanterie, tu le sauras. Si ce n'en est pas une, ne laisse pas passer ta chance, mon fils. À 3 heures, Arthur se tenait à l'entrée des jardins de Kensington, se sentant parfaitement ridicule. Il s'était changé 3 fois avant de s'arrêter sur une redingote bleu foncé et un pantalon beige. Son valet de chambre, Griffiths, avait passé une demi-heure à dompter ses cheveux rebelles, mais Arthur se sentait toujours comme un ours maladroit jouant au gentleman. Les jardins étaient pleins de promeneurs. Des dames en robe claire se promenaient sous des ombrelles de dentelle. Des gentlemen en haut de forme menaient de paisibles conversations dans les allées. Le chant des oiseaux se mêlait au bruissement du feuillage et au rire lointain d'enfants jouant près de la fontaine. « Vicomte Wainwright !» fit une voix familière. Arthur se retourna. Sophia marchait vers lui sur le chemin de sable, accompagnée d'une dame âgée en robe grise, manifestement une compagne. Sophia portait une robe de mousseline rose pâle, à taille haute et manches longues, ornée de dentelles blanches. Un chapeau à larges bords, avec des rubans, protégeait son visage du soleil. Mais ses yeux verts brillaient dans l'ombre des bords. « Lady Sophia !» s'inclina Arthur. Puis il salua la compagne d'un signe de tête. « Bonjour. »« Comme c'est aimable à vous de vous joindre à notre promenade !» sourit Sophia, en faisant signe à sa compagne. « Madame Palmer, voici le vicomte Wainwright. »« Vicomte, ma chère compagne. » Madame Palmer jaugea Arthur du regard, mais hocha la tête poliment. Sophia prit son bras, si naturellement, comme si elle le faisait chaque jour, et ils s'engagèrent dans l'allée vers le cœur du jardin. Madame Palmer les suivait, à une distance respectueuse. « Je craignais que vous ne veniez pas, » dit doucement Sophia, lorsqu'ils se furent éloignés de la foule. « C'est moi qui craignais que vous ne veniez pas, » avoua Arthur. « Ou que ce soit une erreur. »« Quelle erreur ?» demanda-t-elle, en le regardant avec curiosité. « Votre lettre, l'invitation, hésita-t-il, cherchant ses mots. « Lady Sophia, je ne comprends pas pourquoi tout cela. Hier au bal, aujourd'hui cette promenade. Vous avez une dizaine de soupirants qui sont ennuyeux, l'interrompit-elle, qui font des compliments sans écouter mes réponses, qui me regardent comme un prix à remporter. Avez-vous jamais songé à ce que c'est, vicomte ?» Arthur resta silencieux, ne sachant que répondre. « Je suis lasse de tout cela, » poursuivit Sophia en regardant le chemin devant elle. « Des courtisaneries sans fin, de la feinte, d'être appréciée uniquement pour mon apparence et ma dot. Hier, quand nous dansions, vous n'avez pas cherché à m'impressionner. Vous étiez vous-même. C'était rafraîchissant. » « J'étais moi-même parce que je ne sais pas être quelqu'un d'autre, » avoua Arthur, avec un sourire amer. « Je n'ai aucun talent pour les jeux mondains. »« Et Dieu merci, » dit Sophia, en serrant sa main un peu plus fort. « Cela me plaît. » Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes. Autour d'eux fleurissaient des roses, écarlates, blanches, jaunes pâles. Leur parfum flottait dans l'air tiède. Quelque part au loin, un musicien de rue jouait du violon, et la mélodie sonnait triste et douce à la fois. « Lady Sophia, » finit par dire Arthur, « je dois être honnête avec vous.
Je ne suis pas l'homme que vous croyez peut-être que je suis. Je ne suis ni beau, ni spirituel, ni élégant. Je ne suis qu'un homme bon, intelligent et sincère, acheva-t-elle. Vicomte, ne comprenez-vous donc pas à quel point de telles qualités sont rares dans notre monde? Arthur s'arrêta, la forçant à s'arrêter aussi. Il la regarda dans les yeux, cherchant des signes de moquerie ou de jeu, mais ne vit que du sérieux. « Pourquoi » demanda-t-il doucement. « Pourquoi moi, précisément ?» Sophia hésita, puis sourit. Non du sourire enjoué du bal, mais d'un sourire chaleureux, presque triste. Parce que, quand vous me regardez, je sens que vous me voyez. La vraie moi, et non l'image que tous les autres veulent voir. Arthur ne savait que répondre. Son cœur battait si fort qu'il semblait que Sophia devait l'entendre. Il voulait la croire, mais des années de solitude et de moquerie lui avaient appris la prudence. « Donnez-moi une chance de mieux vous connaître, vicomte, » demanda Sophia, « et permettez-moi de vous montrer que je ne suis pas cette jeune fille frivole que l'on croit. » « Je ne vous ai jamais considéré comme frivole, » dit doucement Arthur. « Alors nous avons déjà fait le premier pas, » sourit-elle à nouveau, en l'entraînant plus loin dans l'allée. Ils se promenèrent encore 1 heure, parlant de tout, des livres qu'ils aimaient, des voyages, de la vie à Londres. Arthur découvrit que Sophia avait lu plus qu'il ne le supposait, qu'elle s'intéressait à l'histoire et à la musique, qu'elle avait l'esprit vif et un sens de l'humour subtil. Et à chaque minute, il lui devenait de plus en plus difficile de résister au charme de cette femme. Lorsque le soleil commença à décliner vers le couchant, Sophia s'arrêta. « Il est temps que je rentre. Mon père m'attend pour le dîner. » « Bien entendu, » acquiesça Arthur, ressentant un vide étrange à la pensée de la séparation. « Demain soir, Lady Ravenscroft donne une soirée musicale, » dit Sophia en rajustant le ruban de son chapeau. « Vous y serez ? » « Je n'ai pas été invité, » avoua Arthur. « Vous le serez maintenant, » déclara-t-elle avec détermination. « Je ferai parvenir un mot à Lady Ravenscroft. Elle ne me refusera pas. »« Lady Sophia, à demain, vicomte Wainwright, » dit-elle en lui tendant la main, qu'il baisa avec précaution. « Et je vous en prie, cessez de douter. C'est épuisant. » Sur ces mots, elle se retourna et s'éloigna, Madame Palmer se hâtant derrière elle. Arthur resta dans l'allée, les regardant partir, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il se permit d'espérer. Le salon de Lady Ravenscroft sur Berkeley Square était baigné de la douce lumière des candélabres. Les lourdes tentures de velours bordeaux étaient ouvertes, dévoilant la vue sur le jardin du soir, où les statues de marbre blanchissaient dans la pénombre. Dans un coin du salon se dressait un piano en bois laqué noir, et le long des murs étaient disposées des chaises dorées pour les invités. L'air était imprégné du parfum des lys et de la cire d'abeille. Arthur entra dans le salon avec un bon 20 minutes de retard. Il avait changé 3 fois de cravate jusqu'à ce que son valet implore grâce. L'invitation de Lady Ravenscroft était arrivée le matin, comme Sophia l'avait promis, mais cela n'avait en rien diminué sa nervosité. Les soirées musicales étaient encore pires que les bals. Il fallait s'asseoir sur des chaises fragiles qui grinçaient de façon menaçante sous son poids, en proximité étroite avec les autres invités, dont chacun, lui semblait-il, le regardait d'un œil évaluateur. Vicomte Wainwright, la maîtresse de maison, Lady Ravenscroft, une femme d'âge mûr, à la posture majestueuse et à la coiffure opulente, lui tendit la main. « Comme c'est aimable à vous d'avoir pu vous joindre à nous. Lady Sophia sera ravie. » Arthur s'inclina, s'efforçant de ne pas trahir son embarras. Ainsi, tout le monde savait déjà que Sophia avait obtenu pour lui cette invitation. Parfait.
Toute la soirée, il serait l'objet de regards curieux et de chuchotements. Les invités étaient déjà rassemblés. Une trentaine de personnes, la fleur de la société londonienne, avaient pris place sur les chaises disposées en demi-cercle devant le piano. Arthur remarqua Sophia immédiatement. Elle était assise au premier rang, dans une robe de satin bleu, aux manches courtes et bouffantes, ornée de broderies argentées. Ses cheveux étaient relevés en un chignon bas, décoré d'épingles de perles, et à son cou scintillait un fin collier de saphir. Elle se retourna, comme si elle avait senti son regard, et sourit, chaleureusement, sans l'ombre de coquetterie. Puis elle tapota de la main la chaise vide à côté d'elle. Arthur se figea. S'asseoir à côté d'elle signifiait reconnaître leur... Quoi exactement? Connaissance? Cours? Il n'était pas certain de savoir comment nommer cela. « Vicomte, ne restez pas dans l'embrasure de la porte », retentit la voix claire de Lady Ravenscroft. « Prenez place. » « Nous allons justement commencer. » Il n'avait pas le choix. Arthur longea la rangée, s'excusant auprès de ceux devant qui il passait, et se laissa tomber sur la chaise à côté de Sophia. La chaise grinça, et il grimaça. « Bonsoir, » dit doucement Sophia, sans le regarder. Mais il entendait le sourire dans sa voix. « Bonsoir, Lady Sophia, » répondit-il, gardant le dos droit et espérant que la chaise tiendrait. La musique commença. Une jeune dame au piano interprétait Mozart, ses doigts fins volant sur les touches. Les sons coulaient, tendres et purs, emplissant le salon. Arthur tenta de se concentrer sur la musique, mais toute son attention était rivée sur Sophia, assise si près qu'il sentait le parfum de son eau de toilette. Quelque chose de floral, avec des notes de lavande. Lorsque le premier morceau s'acheva, les invités bruissèrent d'applaudissements polis. Sophia se pencha vers lui et chuchota « Vous avez l'air d'être assis sur un baril de poudre. » « C'est à peu près ce que je ressens, » admit Arthur à mi-voix. « Détendez-vous. » Ses doigts effleurèrent un instant sa main posée sur son genou. « Personne ne va vous manger. » Mais elle se trompait. Après le troisième morceau musical, Lady Ravenscroft annonça une pause, et les domestiques apportèrent des plateaux de légère collation et de vin. Les invités se levèrent de leur place, formant de petits groupes pour converser. Arthur voulut rester à sa place, mais Sophia le prit par le bras et l'entraîna dans la pièce voisine, où une table était dressée avec des rafraîchissements. La longue table était couverte de plats d'argent. Gibier froid, pâté, minuscules tourtes aux huîtres, fruits au sirop, biscuits aux amandes, petits gâteaux à la crème. Le cristal tintait, tandis que les domestiques versaient vin et limonade. « Vous devez goûter ces tourtes, » dit Sophia, en prenant l'une d'elles sur un plat. Le cuisinier de Lady Ravenscroft est un véritable artiste. Arthur prit une assiette et y déposa quelques amuse-bouches, un de chaque par politesse, bien qu'il n'eût pas d'appétit. Ils s'éloignèrent vers la fenêtre, où il y avait un peu plus d'espace. « Aimez-vous la musique ?» demanda Sophia, mordant un minuscule morceau de gâteau. « Pour être franc, je ne m'y connais guère, » répondit Arthur. « Mais ce que j'ai entendu était magnifique. »« Vous êtes trop modeste. » Et secoua la tête. « Je parie que vous avez un excellent goût musical. Simplement, vous n'avez pas l'habitude d'en parler. » Leur conversation fut interrompue par un rire. Un groupe de jeunes gens s'approcha de la table. Arthur en reconnut plusieurs. Le vicomte Redcliffe, qui avait dansé avec Sophia au bal, Sir Gerald Cavendish, Monsieur Charles Fitzroy, et deux autres dont il ne se rappelait pas les noms. Tous portaient des habits élégants, avec des cheveux impeccablement coiffés, et cette assurance détendue qui vient de la conscience de sa propre séduction. « Oh, Lady Sophia !» susurra Redcliffe en faisant une révérence gracieuse. « Quel plaisir de vous voir ici, bien que je sois surpris par votre choix de compagnon. »
Son regard glissa sur Arthur, et on y lisait un mépris mal dissimulé. « Mon choix de compagnon me convient parfaitement, Lord Redcliffe, » répondit froidement Sophia. « Sans aucun doute, » intervint Cavendish avec un sourire narquois. « Wainwright est un choix fiable, comme un bon cheval de trait. » Plusieurs personnes ricanèrent. Arthur sentit qu'il rougissait, mais garda le silence. Il était habitué à ce genre de pique. Gerald s'est impoli, tenta d'arrêter son ami Fitzroy, mais sa voix manquait d'assurance. « Je ne fais que constater un fait. » Cavendish haussa les épaules et prit un verre de vin. « Bien que, je l'avoue, cela me surprenne, Lady Sophia, que vous ayez troqué la compagnie de, disons, cavalier plus raffiné pour celle de Wainwright. Est-ce que cela vous attire vraiment, son appétit ?» Il désigna d'un signe de tête l'assiette d'Arthur, et plusieurs personnes éclatèrent de rire à nouveau. « Je vous demande pardon ?» Sophia se redressa, et sa voix devint dure comme l'acier. « Eh bien, tout le monde sait que Wainwright aime manger, » poursuivit Cavendish, prenant goût à la chose. « Regardez-le. La moitié du budget de son domaine doit partir dans la cuisine. »« Gérald, ferme-la, » dit Arthur à voix basse, les dents serrées. « Quoi, la vérité blesse ?» Redcliffe se joignit au harcèlement, son beau visage déformé par un sourire cruel. « Lady Sophia, vous comprenez bien que ce glouton n'est pas digne d'une beauté aussi délicate que vous. Regardez-vous, puis regardez-le. C'est risible. » Plusieurs personnes autour se turent, sentant que la plaisanterie allait trop loin. Mais Cavendish et Redcliffe, échauffés par le vin et leur propre cruauté, ne s'arrêtaient pas. « Franchement, je ne comprends pas ce que vous lui trouvez, » continua Redcliffe. « Peut-être aimez-vous le contraste. Vous, une statuette de porcelaine, lui, un bloc de granit ?» Arthur posa son assiette sur la table la plus proche. Ses mains tremblaient, non de colère, mais d'humiliation. Il voulait partir, simplement faire demi-tour et partir, mais ses jambes semblaient clouées au sol. Cela suffit. La voix de Sophia résonna doucement, mais le salon devint soudain absolument silencieux. Elle fit un pas en avant, et ses yeux verts flamboyaient d'une fureur glaciale. « Avez-vous fini de faire étalage de votre mauvaise éducation, messieurs ?»« Lady Sophia, nous voulions simplement... » « Vous venez simplement de montrer quelle personne pitoyable et mesquine vous êtes, » le coupa Sophia. « Vous attaquez un homme qui vous est supérieur à tous égards parce qu'il vous manque sa noblesse et sa dignité. » « Sophia, » commença Arthur, mais elle leva la main pour l'arrêter. « Vous voulez savoir ce que je lui trouve ?» poursuivit-elle en s'adressant à Redcliffe et Cavendish. « La bonté, l'honnêteté, l'intelligence. La capacité de voir en une personne plus qu'une simple image. Le vicomte Wainwright est un véritable gentleman, tandis que vous n'êtes que de jolies coquilles vides, incapables de quoi que ce soit de plus que des plaisanteries méchantes et des moqueries bon marché. » Le salon se figea. Quelqu'un laissa échapper un hoquet étouffé. Lady Ravenscroft se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux ronds. Sophia se tourna vers Arthur. Son visage était pâle, mais résolu. Elle s'approcha de lui, posa ses deux mains sur sa poitrine et, se hissant sur la pointe des pieds, l'embrassa sur les lèvres. Ce ne fut pas un long baiser, quelques secondes seulement. Mais pour Arthur, le temps s'arrêta. Ses lèvres étaient douces et chaudes. Ses mains reposaient sur sa poitrine. Et le monde entier se réduisit à cet unique instant. Il ne pouvait bouger, ne pouvait respirer. Il restait simplement là, bouleversé jusqu'au plus profond de son âme. Lorsque Sophia s'écarta, ses joues avaient rosi, mais son regard restait ferme. « Voilà ce que je lui trouve, » dit-elle en s'adressant à la foule pétrifiée. « Un homme digne d'être aimé. Ce qui n'est pas votre cas, messieurs. »
Elle prit Arthur par la main et l'entraîna vers la sortie. Il la suivit comme dans un rêve, n'en croyant pas ce qui se passait. Les invités s'écartaient sur leur passage, les suivant de regards stupéfaits. Redcliffe était rouge comme une écrevisse. Cavendish fixait le sol. Ce ne fut que lorsqu'ils sortirent dans le vestibule qu'Arthur retrouva enfin sa voix. « Sophia, qu'avez-vous fait ?» Elle se tourna vers lui, et il vit que ses mains tremblaient. « Ce que je devais faire. Pardonne-moi si c'était trop audacieux. Mais je ne pouvais plus écouter cette ignominie. »« Vous m'avez embrassé, » souffla Arthur, devant tout le monde. « Lady Sophia, vous comprenez ce que cela signifie. Demain, tout Londres ne parlera que de cela. Votre réputation. » « Oh diable, ma réputation !» Elle serra sa main plus fort. « Qui parle? Qui sache que je t'ai choisi, Arthur Wainwright. Et je me moque de leur opinion. » Vous comprenez ce qui vient de se passer? Nous vivons dans un monde où une femme peut embrasser un homme à une fête et le maximum qu'elle risque, ce sont des commérages entre amis. Mais Sophia vit en 1815. Son baiser devant 20 témoins dans le salon de Lady Ravenscroft n'est pas un acte de passion. C'est une déclaration de guerre. Dans son monde, une jeune fille célibataire issue d'une bonne famille n'ose pas rester seule avec un homme, même 5 minutes. Elle n'ose pas danser avec le même cavalier plus de 2 fois dans la soirée. Elle n'ose pas toucher sa main sans gants. Et un baiser public, c'est un suicide social. C'est la fin. Demain matin, elle sera rayée des listes des invités dans les maisons respectables. Les matrones se détourneront. Les jeunes filles chuchoteront derrière leurs éventails. Sophia le savait. Elle comprenait parfaitement ce qu'elle faisait. Et pourtant, elle l'a fait. Parce que parfois, l'amour exige des sacrifices. Pas de victimes belles et théâtrales des romans, mais de vraies. Quand tu te coupes le chemin du retour, que tu brûles les ponts, que tu dis à la société « Je me fiche de vos règles, je le choisis ». Ce n'est pas un climax romantique, c'est un acte politique. Une révolution dans un salon particulier. Sophie vient de perdre sa réputation, sa sécurité, sa position dans la société et a acquis le droit de choisir son destin. Et savez-vous ce qui m'émerveille? Elle n'a pas hésité une seconde. Arthur la regardait, incapable de prononcer un seul mot. Son cœur battait si fort qu'il menaçait d'éclater. Il voyait la détermination dans ses yeux, voyait comme elle tremblait de nervosité et d'adrénaline, et comprit. Elle parlait sérieusement. Ce n'était ni un jeu, ni un caprice. « Sophia, » murmura-t-il, « je... » Mais elle posa un doigt sur ses lèvres. « Pas maintenant. Maintenant, ramène-moi simplement chez moi. Nous parlerons plus tard. » Et Arthur, ne croyant toujours pas à la réalité de ce qui se passait, acquiesça. Vers midi le lendemain, le scandale s'était répandu dans tous Mayfair. Les domestiques chuchotaient dans les cuisines, les cochers discutaient de la nouvelle dans les écuries, et dans les salons de la haute société, on ne parlait que du baiser audacieux de Lady Sophia Winterbourne et du vicomte Wainwright lors de la soirée musicale de Lady Ravenscroft. Arthur était assis dans son bureau, tentant de se concentrer sur les papiers concernant la gestion du domaine, mais les lignes se brouillaient devant ses yeux. Le matin, il avait déjà reçu 5 billets de connaissance. Certains le félicitaient, d'autres faisaient allusion au caractère scandaleux de l'événement, d'autres encore réclamaient simplement des détails. Il n'avait répondu à aucun. La porte s'ouvrit brusquement et sa mère entra. Sur son visage habituellement calme se lisait de l'inquiétude. « Arthur, nous avons des visiteurs, » annonça-t-elle. « Le comte de Winterbourne et Lady Sophia. » Arthur se leva si brusquement qu'il renversa l'encrier. Le liquide noir se répandit sur le bureau,
mais il n'y prêta aucune attention. Le comte de Winterbourne, ici? Son cœur fit un bond. Le père de Sophia. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Le scandale était parvenu aux oreilles du chef de famille. Et des explications allaient maintenant être exigées. Au pire, un défi en duel pour avoir offensé l'honneur de sa fille. « Ils attendent au salon », dit Lady Caroline en s'approchant pour ajuster le col de sa chemise. « Reste calme et souviens-toi, tu n'as rien fait de mal. » Arthur hocha la tête, bien que ses mains tremblassent légèrement. Il traversa le couloir jusqu'au grand salon où l'on recevait les visiteurs importants. Les hautes fenêtres laissaient passer la lumière du jour qui tombait sur les tapis persans et les meubles en acajou. Près de la cheminée, où crépitait un feu malgré le temps clément, se tenait un homme d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes et au dos droit de militaire. Le comte de Winterbourne était grand, élancé, avec un visage nettement dessiné par des années de pouvoir et l'habitude de donner des ordres. Sa redingote bleue était impeccablement coupée, et son regard d'yeux sombres était froid et évaluateur. À côté de lui, près de la fenêtre, se tenait Sophia. Elle portait une robe de mousseline vert foncé, presque austère comparée à ses tenues habituelles, les cheveux relevés en un simple chignon. Lorsque leurs regards se croisèrent, elle hocha imperceptiblement la tête, comme pour l'encourager. « Comte de Winterbourne », s'inclina Arthur. « Lady Sophia, quel honneur de vous voir dans ma demeure. » Vicomte Wainwright, la voix du comte était profonde et dure comme l'acier. « Je suppose que vous comprenez pourquoi je suis ici. »« Je le suppose, milord. » Arthur redressa le dos, soutenant le regard du comte. S'il devait tomber, ce serait avec dignité. « Père, je vous en prie, » commença Sophia. Mais le comte leva la main pour l'arrêter. « Tais-toi, ma fille. C'est moi qui vais parler maintenant. » Il fit un pas vers Arthur. « Hier soir, ma fille a commis un acte qui a choqué tout Londres. Elle vous a publiquement embrassé dans le salon de Lady Ravenscroft, liant ainsi son nom au vôtre devant toute la haute société. Milord, je dois dire... » « Vous devez écouter, » le coupa le comte. « J'ai passé la matinée à comprendre ce qui s'était passé. J'ai parlé avec Lady Ravenscroft, avec ses invités. On m'a raconté le comportement de Lord Redcliffe et de Sir Cavendish, leurs insultes à votre égard. » Arthur sentit son visage brûler de honte. Ainsi, tout le monde savait comment on s'était moqué de lui, le traitant de glouton et d'indigne. « Je sais également, » poursuivit le comte, « que vous n'avez pas répondu aux insultes. Vous ne les avez pas défiés en duel. Vous ne vous êtes pas abaissé à leur niveau. Au lieu de cela, vous avez conservé votre dignité. Cela en dit plus sur votre caractère que n'importe quel mot. » Arthur cligna des yeux, ne s'attendant pas à un tel tournant. « Ma fille », le comte se tourna vers Sophia, et son visage s'adoucit, a toujours été têtue. Elle m'a plus d'une fois mis dans l'embarras par ses actes. Mais hier, elle s'est comportée comme une femme qui connaît la valeur de la vraie noblesse. « Père, » dit Sophia en s'approchant pour se tenir aux côtés d'Arthur, « je l'aime, et je me moque de ce que pensent les autres. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Arthur sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle l'avait dit, à voix haute, devant son père. « Je l'aime. » Le comte de Winterbourne observa longuement sa fille, puis tourna son regard vers Arthur. « Vicomte Wainwright, êtes-vous un homme d'honneur ?»« Je m'efforce de l'être, milord, » répondit Arthur en retrouvant sa voix. « Aimez-vous ma fille ?»
Arthur regarda Sophia. Elle le fixait avec espoir et crainte à la fois. Il pouvait mentir, éluder la question, tenter de se dérober. Mais quelque chose dans cet instant exigeait une honnêteté absolue. « Oui, milord, » dit-il doucement. « Je l'aime. Bien que je ne comprenne pas ce qui m'a valu un tel bonheur. » Sophia sourit, et ses yeux brillèrent de larmes. Le comte garda le silence pendant une longue minute, puis hocha la tête. « Alors j'ai une proposition à vous faire. » Sophia s'est compromise par son acte d'hier. Tout Londres discute du fait que vous êtes désormais liés. Si vous n'annoncez pas vos fiançailles, sa réputation sera irrémédiablement ruinée. Si vous les annoncez, vous obtiendrez une épouse qui vous a choisi elle-même, en dépit de toutes les convenances. « Père !» Sophia rougit. « Tu ne peux pas simplement… »« Je le peux !» répliqua le comte en la regardant sévèrement. « Tu as fait ton choix publiquement. Maintenant, vis-en avec les conséquences. Vicomte, je vous demande directement. Êtes-vous prêt à épouser ma fille ?» Arthur regardait Sophia. Ses joues étaient empourprées, ses mains serrées en poing, mais dans son regard se lisait une supplication. Elle le voulait. Elle le voulait, lui, malgré tout. « Je suis prêt, » dit-il fermement. « Si Lady Sophia consent à devenir mon épouse. »« Oui, » souffla Sophia. « Oui, je consens. » Le comte de Winterbourne hocha la tête avec satisfaction. « Alors considérez-vous comme fiancés. Je l'annoncerai ce soir. » Le mariage aura lieu dans un mois. C'est suffisant pour préparer tout le nécessaire et faire taire les commères. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Vicomte, je vous confie ma fille. Ne me décevez pas. »« Je ne vous décevrai pas, milord, » promit Arthur. Lorsque le comte sortit, Sophia se précipita vers Arthur. Il la rattrapa dans ses bras, maladroitement, craignant de serrer trop fort, mais elle enroula ses bras autour de son cou et se pressa contre lui. « Pardonne-moi, » murmura-t-elle contre son épaule. « Pardonne-moi de t'avoir entraîné dans tout cela. Je ne voulais pas que les choses se passent ainsi. C'est juste que… je ne pouvais plus supporter leurs moqueries. Je ne pouvais plus entendre comment ils t'humiliaient. »« Sophia, » dit Arthur en l'écartant doucement pour voir son visage. « Tu viens de dire que tu m'aimais. »« Je l'ai dit, » acquiesça-t-elle sans détourner le regard. « Parce que c'est la vérité. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis quelques jours, que c'est de la folie, mais je sens que je peux être moi-même à tes côtés, que tu me vois tel que je suis vraiment. Et cela vaut plus que tous les beaux mots et compliments que j'ai entendus de toute ma vie. » Arthur la regardait, et quelque chose se dénoua dans sa poitrine. Ce nœud serré de peur et d'incertitude qu'il portait en lui depuis des années. Cette femme, belle, intelligente, courageuse, l'avait choisi. Publiquement, devant tous, au risque de sa réputation. « Moi aussi je t'aime, » dit-il d'une voix rauque. « Et je te promets que je ferai tout pour que tu ne regrettes pas ton choix. » Sophia sourit à travers ses larmes. « Je ne regretterai jamais. Jamais. » Elle se hissa à nouveau sur la pointe des pieds et l'embrassa, cette fois lentement, tendrement, sans public ni scandale. Simplement deux personnes qui s'étaient trouvées envers et contre toutes les circonstances. Lorsqu'ils se séparèrent, Arthur essuya délicatement une larme sur sa joue. « Tu te rends compte que tout Londres va parler de nous ?»« Qu'ils parlent ?» rit Sophia à travers ses larmes. « Ils n'ont rien d'autre à faire de toute façon. Qu'ils soient jaloux que j'ai trouvé un véritable homme et non une énième belle coquille vide. »
Tu es une femme intrépide, Sophia Winterbourne. Bientôt, Sophia Wainwright, rectifia-t-elle avec un sourire malicieux. Et cela me plaît beaucoup plus. Arthur l'enlaça à nouveau, la serrant contre lui, et pour la première fois de sa vie, il se permit de croire au bonheur. De croire qu'il méritait d'être aimé. De croire que son avenir ne serait pas une existence solitaire dans l'ombre, mais une vie aux côtés d'une femme qui voyait en lui non pas l'apparence, mais l'âme. Dehors, les oiseaux se mirent à gazouiller. Le soleil printanier inondait le salon d'une lumière chaleureuse, et en cet instant, le monde entier semblait empli d'espoir et de nouveaux commencements. La semaine qui suivit l'annonce des fiançailles passa dans un tourbillon de visites, de félicitations et de curiosités à peine dissimulées. Les salons de Mayfair bourdonnaient comme une ruche dérangée. Les uns admiraient l'audace de Lady Sophia, les autres hochaient la tête en prédisant un mariage malheureux. Redcliffe et Cavendish devinrent l'objet de moqueries pour leur comportement lors de la soirée musicale. Lady Ravenscroft s'était personnellement chargée de faire savoir à tous qui exactement avait mené la situation au scandale. Arthur était assis dans une voiture découverte aux côtés de Sophia, en route vers son domaine campagnard de Hawthorne Hall, dans le Kent. Sophia avait insisté pour voir sa demeure. Cette demeure même où ils passeraient la majeure partie de leur vie après le mariage. Sa compagne, Mrs. Palmer, somnolait sur le siège opposé, se balançant au rythme du mouvement de la voiture. La journée de mai était chaude et claire. Le soleil perçait à travers les frondaisons des arbres alignés le long de la route, et l'air embaumait l'herbe fraîchement coupée et les roses sauvages. Sophia était assise, la tête renversée en arrière, offrant son visage au vent. Elle portait une robe claire en mousseline crème, avec un ruban vert sous la poitrine, et son chapeau à larges bords reposait sur ses genoux. Elle l'avait ôté, malgré les protestations de Mrs. Palmer sur les méfaits du soleil pour la peau. « Combien de temps encore » demanda-t-elle, sans ouvrir les yeux. « Environ 1 heure » répondit Arthur, admirant la façon dont le soleil dorait sa peau. « N'es-tu pas fatigué? Nous pouvons nous arrêter dans une auberge en chemin. » « Non. » Elle ouvrit les yeux et se tourna vers lui. « J'aime voyager ainsi. En ville, c'est toujours si étouffant, si confiné. Alors qu'ici, on peut respirer. » Arthur acquiesça. Il comprenait ce sentiment. Lui-même passait la majeure partie de l'année à Hawthorne Hall, ne venant à Londres que pour la saison. Le domaine était son refuge, l'endroit où il pouvait être lui-même sans craindre les regards réprobateurs. « Tu l'aimeras, » dit-il, en couvrant sa main de la sienne. « Ce n'est pas un palais luxueux, mais c'est une bonne demeure, accueillante. » « Je suis certaine que je l'aimerai. » Sophia entrelaça ses doigts aux siens. « Parce que c'est ta maison, notre maison. » Ils roulèrent en silence, savourant la proximité et le calme. En 1 semaine, Arthur s'était habitué à sa présence à ses côtés, à la façon dont elle prenait son bras lors des promenades, dont elle riait de ses plaisanteries maladroites, dont elle le regardait avec une telle tendresse que son cœur se serrait de bonheur et de peur à la fois. Peur de perdre cela. Peur qu'un jour, elle se réveille et comprenne qu'elle avait commis une erreur. Lorsque la voiture s'engagea dans l'allée menant au domaine, Sophia se redressa, scrutant devant elle. Hawthorne Hall apparut au détour du chemin. Un hôtel particulier de 3 étages en pierre claire, avec de hautes fenêtres et une façade couverte de lierre. Il avait été construit par le grand-père d'Arthur et paraissait solide, même un peu austère, mais il était entouré de jardins bien entretenus, avec des haies taillées, des parterres fleuris et un vieux chêne près de l'entrée.
Oh, Arthur, souffla Sophia. Il est magnifique. Vraiment? Il regarda la demeure d'un œil neuf, tentant de la voir avec ses yeux à elle. J'ai toujours trouvé qu'il était un peu trop sombre. Non, elle secoua la tête. Il est majestueux, authentique. Pas comme ces palais à la mode où tout est fait pour l'apparence. C'est une maison où vivent des gens, pas où ils s'exhibent. La voiture s'arrêta devant l'entrée principale. Arthur aida Sophia à descendre, puis réveilla Mrs. Palmer. Le majordome, le vieux Wilson, se tenait déjà à la porte, et derrière lui s'alignait un petit rang de domestiques. « Bienvenue chez vous, vicomte », Wilson s'inclina. « Lady Sophia, Mrs. Palmer ?» Sophia lui sourit si chaleureusement que le vieux majordome rougit légèrement. Arthur la conduisit à l'intérieur, dans un vaste hall au sol de marbre et un large escalier menant au 2e étage. Les murs étaient revêtus de boiseries sombres, sur lesquelles étaient accrochés les portraits des ancêtres des Wainwright. « Ils sont tous si sévères », remarqua Sophia en examinant les tableaux. Aucun ne sourit. « À cette époque, il n'était pas d'usage de sourire sur les portraits », expliqua Arthur. « C'était considéré comme peu sérieux. »« C'est stupide, » elle renifla. « Quand on peindra notre portrait, je sourirai. Et toi aussi. » Arthur éclata de rire. Pour la première fois depuis de nombreux jours, vraiment, du fond du cœur. Sophia se joignit à son rire, et ils restèrent dans le hall, riant comme des enfants, tandis que Mrs. Palmer secouait la tête avec une désapprobation bienveillante. Il fit visiter la maison à Sophia, lui montrant la bibliothèque avec ses milliers de livres, le salon de musique avec son piano et sa harpe, les salons et la salle à manger. Sophia examinait tout avec un vif intérêt, posant des questions, touchant les meubles, regardant par les fenêtres. « Et ceci, qu'est-ce que c'est ?» Elle s'arrêta devant une porte au bout du couloir du 2e étage. « Ma chambre », répondit Arthur, en sentant qu'il rougissait. « Mais je suppose qu'après le mariage, tu voudras la réaménager à ton goût, ou choisir une autre pièce. » Sophia ouvrit la porte et entra. La chambre était grande, avec de hautes fenêtres donnant sur le jardin. Un lit massif à baldaquin se dressait contre le mur. À côté, des étagères de livres, un bureau, un fauteuil près de la cheminée. Tout était solide, mais sobre, sans superflu. « Elle me plaît, » dit-elle en s'approchant de la fenêtre. « On voit la roseraie d'ici, et le vieux chêne. Arthur, je n'ai pas besoin d'une autre chambre. J'ai besoin de celle-ci, avec toi. » Ces paroles restèrent suspendues dans l'air, chargées de sens. Arthur s'approcha d'elle, se tint derrière elle sans la toucher, mais sentant la chaleur de son corps. « Sophia, » commença-t-il doucement, « es-tu certaine? Certaine de moi, de nous? Tu peux encore changer d'avis. Le scandale s'apaisera, il y aura de nouveaux ragots et tu... » Elle se retourna brusquement, et dans ses yeux flamboyait la colère. « Arthur Wainwright, si tu doutes encore une fois de mes sentiments, je ne sais pas ce que je ferai, mais ce sera désagréable. »« Pardon, » dit-il en baissant les yeux. « C'est juste que j'ai du mal à croire que tout cela est réel, que tu es réel. » Sophia prit son visage entre ses paumes, l'obligeant à la regarder. « Je suis réel. Mes sentiments sont réels. Tu es l'homme le plus vrai que j'ai jamais rencontré. Non pas parce que tu es parfait, personne n'est parfait, mais parce que tu es honnête, tu es bon. Tu ne te caches pas derrière un masque de courtoisie mondaine. Quand tu dis que tu m'aimes, je te crois, parce que tu ne sais pas mentir. » Arthur ferma les yeux, sentant quelque chose se briser à l'intérieur. Les derniers vestiges de ce mur qu'il avait érigé autour de son cœur pendant des années. Sophia l'enlaça par le cou
et il l'entoura de ses bras par la taille, la serrant contre lui. « J'ai peur, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Peur de te décevoir. Peur qu'un jour tu me regardes et regrettes ton choix. Alors je te rappellerai chaque jour que j'ai fait le bon choix, » répondit-elle en lui caressant le dos. « Chaque jour, Arthur, jusqu'à ce que tu le croies. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés dans les rayons du soleil qui se déversaient par la fenêtre. Dehors, les oiseaux chantaient, le vent bruissait dans le feuillage du chêne, et quelque part au loin, un chien aboyait. Le monde était simple et clair en cet instant. Deux êtres qui s'étaient trouvés et étaient prêts à affronter tous les doutes pour cet amour. Quand ils descendirent, Mrs. Palmer les attendait déjà au salon avec le thé. Sophia s'assit à côté d'Arthur sur le canapé et sa main reposait dans la sienne. Naturellement, comme si elle y avait toujours été. « 3 semaines avant le mariage, » dit-elle pensivement. « Comme le temps passe vite. »« Trop vite ou pas assez vite ?» demanda Arthur avec un sourire. « Pas assez, » dit-elle en serrant sa main. « J'ai hâte de devenir ta femme. » Et dans sa voix, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Le jour du mariage fut clair et chaud. Le soleil de juin inondait de lumière la vieille église Saint-Georges de Hanover Square, où se mariaient les représentants des plus nobles familles de Londres. À l'intérieur, on sentait l'encens, la cire d'abeille et les lys blancs qui ornaient les bancs et l'autel. Arthur se tenait devant l'autel, dans un habit noir neuf, taillé par le meilleur couturier de Savile Row. Son valet de chambre, Griffiths, avait passé 1 heure à parfaire son apparence. Mais Arthur se sentait quand même mal à l'aise. L'église était pleine. Il semblait que tout le grand monde londonien était venu voir ce couple inhabituel. Il entendait les chuchotements dans son dos, sentait les regards curieux, mais s'efforçait de n'y pas prêter attention. À ses côtés se tenait son ami, M. Jonathan Price, qui avait accepté d'être témoin. Jonathan était l'un des rares à n'avoir jamais raillé Arthur. Un homme calme et fiable, avec qui il avait étudié à Cambridge. « Respire », dit doucement Jonathan, remarquant qu'Arthur tripotait nerveusement ses manchettes. « Le pire est derrière toi. »« Le pire est devant moi, » marmonna Arthur. « Et si elle changeait d'avis ? Et si là, maintenant, elle comprenait ? » « Tais-toi », l'interrompit affectueusement son ami. « Cette femme a traversé le scandale pour toi. Elle ne changera pas d'avis. » La musique de l'orgue emplit l'église, et tous se tournèrent vers l'entrée. Les portes s'ouvrirent, et sur le seuil apparut Sophia au bras de son père. Arthur oublia de respirer. Sa robe était en satin blanc immaculé, avec une taille haute, de courtes manches bouffantes et une longue traîne brodée de perles. Un voile de dentelle très fine descendait de sa coiffure haute, ornée de roses blanches. Mais ce ne fut pas la robe qui capta son regard. Ce fut son visage. Sophia souriait en le regardant droit dans les yeux. Et dans ses yeux verts brillait un tel bonheur qu'Arthur en eut le souffle coupé. Elle remontait l'allée lentement, majestueusement, mais son regard ne quittait pas Arthur. Le comte de Winterbourne conduisait sa fille avec une posture fière, et Arthur remarqua que même le visage sévère du comte s'était adouci. Quand ils arrivèrent à l'hôtel, le comte remit la main de Sophia à Arthur. Leurs doigts s'entrelacèrent, et Sophia serra sa paume pour l'encourager. « Prends soin d'elle, » dit doucement le comte avant de s'écarter. « Je le promets, » répondit Arthur. Le vicaire commença la cérémonie. Arthur entendait les mots comme à travers un brouillard. Les vœux anciens,
les serments sacrés. Quand vint le moment de prononcer ses propres mots, sa voix sonna rauque, mais ferme. Moi, Arthur William Wainwright, je te prends, toi, Sophia Elizabeth Winterbourne, pour légitime épouse. Je jure de t'aimer et de te chérir, dans la richesse et la pauvreté, dans la joie et la peine, dans la maladie et la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Sophia répéta ses vœux, et sa voix était pure et claire, sans l'ombre d'un doute. Quand Arthur passa l'anneau à son doigt, ses mains tremblaient, mais elle lui sourit si tendrement que le tremblement cessa. « Je vous déclare mari et femme », prononça solennellement le vicaire. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Arthur se pencha vers Sophia et elle se dressa sur la pointe des pieds, rencontrant ses lèvres. Le baiser fut bref, convenable pour une église, mais il contenait tant de promesses, tant de chaleur, qu'Arthur sentit son cœur déborder. L'orgue retentit d'une marche triomphale. Arthur et Sophia se tournèrent vers les invités, et il vit une multitude de visages. Certains souriaient sincèrement, d'autres avec curiosité, d'autres encore avec une surprise mal dissimulée. Mais cela ne l'inquiétait plus. Sophia était à ses côtés, sa femme, et rien d'autre n'avait d'importance. Ils sortirent de l'église sous le son des cloches. Dans la rue s'était rassemblée une foule. Les gens du peuple aimaient les mariages aristocratiques, et Sophia lança dans la foule son bouquet de roses blanches. Une jeune fille en robe simple l'attrapa et rougit de bonheur. L'équipage les attendait, orné de rubans et de fleurs. Arthur aida Sophia à monter, puis s'assit à ses côtés. Lorsque l'équipage s'ébranla, elle se blottit contre son épaule. « Nous l'avons fait, » murmura-t-elle. « Nous l'avons vraiment fait. »« Tu ne regrettes rien ?» demanda-t-il, bien qu'il sût ce qu'elle allait répondre. « Pas le moins du monde. » Sophia leva son visage et l'embrassa sur la joue. C'était le plus beau jour de ma vie. Le soir, à Hawthorne Hall, un dîner de fête fut organisé. La grande salle du domaine était décorée de guirlandes de roses et de lierres. La longue table croulait sous les mets, gibier rôti, pâté, huîtres, fruits, douceur. Les bougies brûlaient dans des candélabres d'argent, et leur lumière se reflétait dans le cristal et la porcelaine. Les invités, la famille, les amis proches remplissaient la salle. Lady Caroline rayonnait de bonheur. Le comte de Winterbourne conversait avec les propriétaires terriens voisins. Les jeunes riaient et dansaient au son d'un petit orchestre. Arthur et Sophia étaient assis en bout de table. Ils n'avaient presque touché à rien, trop submergés par l'émotion, mais Sophia lui mettait dans son assiette tantôt une chose, tantôt une autre, le taquinant doucement. « Mange, mon époux, sinon on pensera que je te nourris mal. »« Je n'ai pas faim, » avoua-t-il. « Je ne peux simplement pas croire que tout cela est réel. » Sophia posa sa main sur la sienne. « Crois-le, parce que ce n'est que le commencement. » Lorsque le dîner s'acheva et que les invités commencèrent à se disperser, Arthur et Sophia sortirent dans le jardin. La nuit était douce, la pleine lune éclairait les allées d'une lumière argentée. Ils marchèrent vers le vieux chêne où un banc avait été installé. Sophia s'assit, arrangeant la traîne de sa robe, et Arthur se laissa tomber à ses côtés. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, écoutant les bruits de la nuit, le chant des grillons, le bruissement du feuillage, la musique lointaine venant de la maison. « Arthur » appela doucement Sophia. « Je veux que tu comprennes quelque chose. Ce qui s'est passé lors de cette soirée musicale, quand je t'ai embrassée, ce n'était pas une impulsion. » Il la regarda avec surprise.
Je savais ce que je faisais, poursuivit-elle. Je savais que cela mènerait au scandale, aux fiançailles, au mariage. Et je le voulais. Je te voulais. Dès ce premier soir où nous avons dansé, j'ai ressenti quelque chose, que tu étais différent, qu'avec toi, je pouvais être moi-même. Sophia, laisse-moi finir. Elle prit sa main dans les siennes. Toute ma vie, on m'a appris que la beauté était tout, que je devais épouser un homme beau, riche, titré. Mais quand je regardais tous ces beaux messieurs, Redcliffe, Morland, les autres, je voyais le vide. Ils ne me voyaient pas. Ils voyaient une image, une poupée, un trophée. Des larmes brillèrent dans ses yeux, et Arthur les essuya de son pouce. Mais toi, sa voix tremblait. Tu me regardais comme si j'étais réel, comme si ce n'était pas seulement mon apparence qui comptait, mais aussi mes pensées, mes paroles, mon âme. Et quand il se moquait de toi, te traitait de glouton, disait que tu n'étais pas digne, j'ai compris que c'était précisément toi qui étais digne de tout, digne d'amour, de respect, de bonheur. Et je voulais te donner cela. Arthur l'attira contre lui, la serrant fort, et se pressa contre sa poitrine, et il sentait son corps secoué de sanglots étouffés. « Tu m'as donné plus que je n'aurais pu rêver, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Tu t'es donné toi-même, et je prouverai chaque jour que j'étais digne de ce don. » Sophia leva son visage, et dans la lumière lunaire, il vit son sourire à travers les larmes. « Tu l'as déjà prouvé, simplement en existant, simplement en étant toi. » Ils s'embrassèrent sous le vieux chêne, et dans ce baiser, il n'y aurait pas de passion, seulement de la tendresse, une promesse, une profonde gratitude pour le fait que le destin les avait réunis. Lorsqu'ils rentrèrent dans la maison, main dans la main, Arthur savait, quoi que disent les mauvaises langues, quoi que pensent ceux qui jugeaient sur l'apparence, il avait trouvé son bonheur. Et ce bonheur marchait à ses côtés, dans une robe blanche brodée de perles, avec un sourire sur les lèvres et de l'amour dans les yeux. Leur histoire ne faisait que commencer. L'histoire de la façon dont l'amour triomphe des préjugés, de la façon dont la vraie noblesse vit dans le cœur et non dans un beau visage, et de la façon dont deux âmes qui se sont trouvées peuvent affronter le monde entier. Je sais ce que vous pensez en ce moment. Un conte. Beau mais irréaliste. Dans la vraie vie, les beautés ne choisissent pas les hommes en surpoids. Dans la vraie vie, l'apparence compte. Dans la vraie vie, cela n'existe pas. Et vous avez raison. Et vous avez tort. J'ai écrit cette histoire non pas parce que je crois que le monde est juste. Je l'ai écrite parce que je veux qu'il le devienne. Chaque histoire que nous racontons est un vote pour le monde dans lequel nous voulons vivre. Et je vote pour un monde où la bonté est plus valorisée que les muscles, où l'intelligence est plus importante que le physique, où l'on voit l'être humain dans son ensemble, et non pas jugé sur sa couverture. Les contes ne mentent pas. Ils montrent simplement comment les gens pourraient être s'ils le voulaient. Sophia existe, non pas comme une femme en particulier, mais comme une possibilité, comme un choix que chacun de nous peut faire, voir au-delà de la surface, apprécier l'essence. J'ai donné à Arthur une fin heureuse intentionnellement. Non pas parce que je suis naïf, mais parce que je crois que des gens comme lui méritent des histoires où ils sont aimés, où ils sont appréciés non pas malgré leur apparence, mais avec tout ce qu'ils sont. C'est un acte de résistance, une résistance au monde qui nous dit chaque jour « Tu n'es pas assez beau, pas assez mince, pas assez parfait ». Par cette histoire, je réponds « Tu es suffisant. Tu es suffisant. Ta bonté est suffisante.
Ton cœur est suffisant. Et si une seule personne, en lisant cela, y croit, j'ai écrit pour une raison.